Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici je dois vous avouer que c'est un petit peu la cata cette saison 2026 et encore quand je dis un petit peu, vous allez voir que c'est même plus que ça parce qu'honnêtement depuis 15 ans maintenant que je mets les mains dans la terre, que je vraiment me régale à faire des saisons pleines de potager. Depuis ces 15 années, clairement c'est cette saison 2026 qui est la pire, vous allez le voir un peu plus en détail, j'ai des résultats catastrophiques. Je me suis planté sur quelques-unes, notamment sur une des solutions anti-chaleur à mettre en place au potager. Je vais vous raconter tout ça et justement donc dans cette vidéo on va voir ensemble quel constat on peut tirer, ça c'est une chose, mais surtout quelles leçons on peut tirer, notamment sur l'eau. J'ai vraiment beaucoup à vous dire à ce sujet et comment je vais essayer de rebondir pour dès la saison prochaine, même pour l'implantation du potager d'automne, potager d'hiver, comment je vais essayer de rebondir au mieux. Donc dans un premier temps, le constat, l'histoire de cette saison 2026, tout avait très bien commencé pour ceux qui suivent la chaîne. Dès janvier, février, j'ai semé à la folie pour implanter le potager de printemps qui s'est très bien passé, les blettes, les betteraves, les laitues, les mange-tout, les petits pois, les radis, même les pommes de terre, l'ail, l'oignon, toutes ces cultures là qui ont poussé en mars, avril, mai, j'ai eu vraiment des résultats à la hauteur. Et puis tout est parti en cacahuète à partir du mois de mai. Quand j'ai voulu implanter le potager d'été, vous savez, toutes ces belles cultures, tomates, aubergines, poivrons, piments, patates douces, concombres, pastèques, toutes ces cultures là qui nous nourrissent énormément, qui apportent beaucoup de joie au potager. Et bien petit à petit là, le potager a décliné. Ça s'est jumelé avec cette météo horrible qui s'est installée, la pluviométrie ici qui est à 0 depuis le 10 mai, les chaleurs qui sont très vite arrivées. Mais pour autant, vous verrez que ça ne suffit pas à expliquer ces résultats catastrophiques. Il y a des potagers, moi près de chez moi, qui avec la même météo ont de meilleurs résultats. Donc depuis début mai, le potager qui décline, et là on arrive bientôt à la mi-juillet. Je vais vous dire un peu plus en détail, je me suis noté, les concombres, je dois être à 5% des résultats attendus, j'ai des plants qui ont grillé, j'ai des plants qui ne veulent absolument pas pousser, j'ai des fleurs qui ne sont pas présentes, donc j'ai dû récolter 3 à 4 concombres alors que je devrais en récolter 30-40. Les haricots, je suis à 0%, je n'ai pas récolté le moindre haricot, même ceux qui sont là en face de moi à mi-ombre, sous des canisses, non, il ne se passe rien, et vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure la raison. Les tomates, vous voyez derrière moi, oui, j'ai des plants assez corrects, j'ai des bouquets du bas qui sont assez fructifiés, mais ensuite c'est quasiment le néant. Je pensais être à 50%, je vais plutôt être à 20-30% grand maximum de productivité, donc c'est vraiment très faible par rapport aux résultats attendus. Les courges, c'est pareil, j'espérais 30-40 potimarrons, je crois que j'en compte pour l'instant 3, 4, 5 maximum, donc on est à 10-20% de productivité, c'est ridicule. Les patates douces, ça pousse mais très lentement. Les courgettes, elles ne veulent pas grossir, alors on en récolte quand même quelques-unes, bon, on arrive à se nourrir, mais pareil, je dois être à maximum 30-40%. Et les aubergines, les poivrons, ce sont celles qui s'en sortent le mieux, je pense qu'elles encaissent au mieux la chaleur, donc je dois être à 40-50% de productivité. Pour les melons et les pastèques, pareil, c'est ridicule par rapport à ce que j'ai eu les saisons passées, c'est ridicule. Donc voilà pour le constat, vous voyez que ce potager est vraiment au ralenti, quasiment à l'arrêt. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment je peux me retrouver face à ça. Je vous ai déjà expliqué dans le passé que même face à de gros épisodes caniculaires, on peut arriver à tous les miracles. Mais là, vous allez voir que, hélas, je pense avoir mal géré la situation. Donc première raison qui pourrait expliquer ça, la météo. C'est vrai qu'on a encore une fois l'année la plus chaude, c'est complètement dingue. Encore hier, ici dans le sud, il a fait 41,5. La pluviométrie qui est à 0 ici dans le sud depuis 60 jours. Mais cette seule météo ne peut pas expliquer mes résultats dramatiques parce que j'ai mis des solutions anti-canicule en place, parce que j'arrose, parce que je paille, parce que j'ombrage, parce que je vois des potagers voisins qui ont la même météo que moi et qui s'en sortent mieux. Donc oui, la météo nous offre des conditions dramatiques, on est très loin de l'optimum de 25 degrés, quand on se rapproche des 40 degrés c'est vraiment chaotique, mais ça n'explique pas que le résultat soit aussi catastrophique sur mon potager. Donc ok pour la météo, mais ce n'est pas suffisant à expliquer. Autre solution, autre hypothèse que j'ai soulevée, pour laquelle je me suis posé la question, est-ce que ce ne serait pas un manque de richesse du sol? Vous savez, d'apporter des paillages, d'apporter des fumiers, d'apporter des composts, d'apporter parfois des engrais organiques. Je mets de côté cette solution parce que j'ai plus d'une vingtaine de parcelles sur mon potager, certaines très anciennes, certaines très récentes, certaines avec beaucoup de fumier, d'autres avec pas du tout, d'autres avec beaucoup de compost, d'autres avec beaucoup de paillage, beaucoup d'itinéraires vraiment très différents, beaucoup d'expérimentations que je mène
semaine. Et quelles que soient mes parcelles, la situation est la même, avec constamment des plants qui manquent cruellement de vigueur, qui manquent cruellement de croissance. Donc je ne mets pas comme hypothèse une origine de manque de fertilité organique, de manque de fertilité en minéraux essentiels. Ça ne vient pas de là. Autre hypothèse ensuite qui m'est venue à l'esprit, le fait de peu travailler mon sol. Je me suis dit, est-ce que tu n'as pas une contrainte physique qui est trop importante dans ton sol? C'est bien beau de raisonner par l'activité biologique, par la décompaction via les vers de terre, et peut-être que parfois tu as un sol qui est trop compacté. Alors là aussi, je mets de côté cette hypothèse parce que, encore plus cette saison, je me suis décidé quand même à travailler un peu plus mécaniquement mon sol, avec la grelinette, avec le croc, avec le râteau, pour vraiment lever cette contrainte physique que je peux parfois avoir. Et puis même plus que ça, j'ai emprunté une motobinette pour tester sur 3 parcelles en décompactant carrément la motobinette, ce qui est vraiment la décompaction idéale. Hein. On foisonne presque le sol, on fait rentrer un maximum d'air au détriment parfois un petit peu de l'activité biologique, mais quoi qu'il en soit, à court terme, on lève cette contrainte physique. Mais même sur ces parcelles-là, même sur des parcelles très décompactées, eh bien là aussi j'ai des plants qui manquent cruellement de vigueur. Donc ça ne vient pas sur cette approche de non-travail du sol, enfin c'est pas vraiment du non-travail du sol, mais sur cette approche où je mise parfois beaucoup sur l'activité biologique pour décompacter mon sol potager. Autre hypothèse aussi, je vous en ai eu parlé dans les années précédentes, c'est de me dire que j'ai bloqué mon sol à force d'amener trop, vous savez, de carbone, trop de paillage dur, rigide, de la paille, des écorces, du broyat. Mais là aussi, je mets de côté cette hypothèse parce que j'ai des parcelles plus jeunes où je n'ai pas apporté tous ces paillages carbonés, où au contraire, j'ai apporté de l'urine, où j'ai apporté des purins, où j'ai apporté des engrais organiques très azotés. Et là aussi, je me retrouve avec un potager catastrophique. Donc, je mets de côté aussi cette hypothèse d'avoir un potager comme trop carboné, trop noir, trop organique, trop humifère. Je mets de côté cette hypothèse. Ensuite, les hypothèses qui restent, c'est est-ce que j'ai bien mis en place les solutions anti-chaleur, anti-canicule. Vous savez qu'elles sont au nombre de 3, là aussi je vous en parle depuis des années et des années. Je vais commencer par le paillage. Je mets de côté cette hypothèse parce que l'entièreté de mon potager est paillée, là aussi avec une grosse diversité, parfois de la tonte, parfois du foin, parfois de la paille que j'ai mis quand même en majorité sur mon potager, des résidus de culture, parfois un petit peu de broyat. Et quoi qu'il en soit, là aussi, quelle que soit cette diversité de paillage, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ensuite, concernant l'ombrage, là, je pense que j'ai un petit peu mal géré cette solution cette saison parce que j'ai des structures qui se sont cassées, qui avaient 7-8 ans, que je n'ai pas remontées. Mais pour autant, j'ai une haie qui est plein sud qui fait de l'ombre, j'ai des platanes voisins qui font de l'ombre, j'ai des érables sur mon potager qui font de l'ombre, j'ai quand même réalisé quelques structures avec des canisses qui font de l'ombre, et mes cultures qui sont à mi-ombre, c'est vrai qu'elles marchent un petit peu mieux, notamment des plants de tomates que j'ai réussi à arroser avec de l'eau de pluie, que j'ai récupéré dans des petites citernes cet hiver, ce printemps. Clairement, c'est là où j'ai les meilleurs résultats sur le potager. Vous verrez, on va vite en reparler. Mais les autres parcelles qui sont à l'ombre, eh bien, clairement, les résultats sont pas du tout à la hauteur. Et puis en plus, je vois des potagers qui sont voisins aux miens, qui eux sont exposés au plein soleil et qui ont de meilleurs résultats que mes parcelles à l'ombre. Donc, ok, je ne suis pas idéal sur mes solutions d'ombrage, mais là aussi, ça ne peut pas expliquer raisonnablement ce manque cruel de productivité pour cette saison. Et il reste maintenant la dernière solution anti-chaleur, anti-canicule, la solution qui permet normalement d'avoir un potager au mieux productif, c'est la solution tout simplement d'apporter de l'eau, la solution d'apporter de l'eau d'arrosage à notre potager. Et c'est là, vous allez le voir, où je pense j'ai commis de grosses erreurs ces dernières années et qui font qu'aujourd'hui je me retrouve face à cette situation. Donc je vous raconte rapidement toute l'histoire sur comment je gère l'eau dans mon potager. Donc les premières années, je faisais tout simplement avec l'eau du robinet, l'eau du réseau. Alors ici, j'ai quand même un compteur de jardin qui me permet d'avoir le mètre cube du réseau 2-3 fois moins cher. Donc ça restait vraiment une solution intéressante. Mais néanmoins, il y avait deux choses qui ne m'allaient pas. Déjà, d'arroser le potager avec de l'eau potable, je n'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et puis aussi, avec cette eau du réseau, je voyais quand même le potager décliner semaine après semaine. Je n'étais pas du tout à la même vigueur que via l'eau de pluie. Je constatais plutôt vraiment en fin d'été un potager presque à l'arrêt. Et j'avais du mal d'ailleurs à implanter mon potager
d'automne, d'hiver, il n'y a rien qui voulait pousser avec vigueur. Donc j'avais le choix de faire soit un forage, soit de récupérer de l'eau de pluie. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup hésité et je me suis tourné plutôt vers la solution du forage parce que ici dans mon contexte géographique, je sais qu'on a des nappes phréatiques qui sont énormément rechargées à l'automne, à l'hiver, tout l'arrière Languedoc qui reçoit énormément d'eau. Je sais que j'ai des millions et des millions de mètres cubes qui coulaient sous mon potager et en le réfléchissant avec la commune, je sais qu'un forage n'a pas bonne presse. J'ai même reçu des mails assez méchants par rapport à ce sujet, mais je peux vous garantir que ça a été énormément réfléchi. Et quand un forage est effectué dans une nappe phréatique où la nature recharge bien plus vite que ce qu'on prélève, en plus en sachant que l'eau est en système fermé, tout ce qui ne va pas aux légumes repart en évaporation, va retomber ailleurs dans la nature. Donc j'ai pris la décision de faire ce forage par rapport à de l'eau de pluie et je pense avoir fait une erreur. Je vous dis pourquoi. Parce que cette eau du forage a plusieurs contraintes. Déjà j'ai un choc thermique, elle est très froide, notamment en été, 5, 10, 15 degrés au-dessous de la température ambiante. Elle est extrêmement calcaire, elle est extrêmement chargée de métaux lourds, notamment de fer, et tous ces symptômes-là font qu'elle va encore plus bloquer mon potager par rapport à de l'eau de pluie. Et l'erreur supplémentaire que j'ai pu faire, c'est que j'ai voulu ajouter une aspersion. Je vous explique pourquoi, parce que dans une approche de sol vivant, je réentends François Mullet, qui est un précurseur de l'approche sol vivant, qui disait en climat méditerranéen, vraiment la première contrainte, c'est d'avoir un sol trop sec, un paillage trop sec, et si on peut recréer de la pluie par de l'aspersion, eh bien on peut retrouver à fond une approche de sol vivant avec des paillages qui sont humides, parce que les paillages, c'est comme pour nous, pour notre alimentation, quand c'est humide, quand ça reçoit quelques pluies, quand ça reçoit quelques arrosages, c'est beaucoup mieux valorisé, digéré, intégré par la vie du sol. Alors un paillage sec, c'est quand même bien en été, ça va protéger que l'humidité reste bien là-dessous, mais si on peut apporter une humidité globale, c'est encore mieux, et puis ça fait aussi un taux d'humidité dans l'air ambiant pour les cultures, ça respire bien mieux, ça rafraîchit. Donc j'ai rajouté de nombreux oscillateurs, et là, j'ai constaté que ça allait de pire en pire. J'avais les feuillages qui cramaient, notamment sur les fraisiers, les haricots, les courges, les concombres. Et le pire, et je le vois encore cette saison, c'est que là où j'ai des arbres et où l'aspersion touche des feuilles de ces arbres, eh bien, ces feuillages d'arbres sont complètement malades, grisonnants, craquelés. Et là, vraiment, ça m'a mis droit dans les yeux que cette aspersion avec l'eau du forage était au final une catastrophe. Et pareil, même encore plus avec mes cultures, où je crée un choc donc sur les feuillages. Mais pire que ça encore, c'est que cette eau va s'accumuler dans le sol, et là aussi, petit à petit, elle va générer une mauvaise assimilation des minéraux essentiels, du phosphore, du fer, du magnésium, ce qui fait que pire encore que mon eau du réseau, au fil des semaines, au fil des mois, j'ai mon potager qui décline, et de ne pas avoir de pluie cette saison 2026, ça me met bien plus encore ce phénomène en face des yeux, parce que les saisons précédentes, il y avait des pluies au mois de mars, au mois d'avril, mais aussi au mois de mai, au mois de juillet, et chaque pluie est comme divine, avec cette eau de pluie qui est douce, qui est pas minéralisée, qui est un petit peu au contraire chargée en azote, qui tombe à température ambiante, qui permettait de retrouver comme un équilibre dans mon sol, qui lessivait les excès et qui ne me mettait pas vraiment en face des yeux le fait que j'allais droit au mur. Mais cette saison, d'avoir une pluviométrie à zéro, d'avoir une météo complètement folle, d'avoir des besoins en eau conséquents que j'ai essayé de combler donc avec cette eau du forage, eh bien je me retrouve avec ce constat flagrant de voir que la cause majeure vient de là, d'autant plus quand je vais visiter des potagers voisins et je vois bien que ce sont ceux qui sont irrigués avec de la récupération de l'eau de pluie qui sont vraiment géniaux. Il y a ceux aussi qui font parfois avec de l'autoforage mais qui se contentent à faire du goutte à goutte, ça évite des problèmes majeurs. Et puis il y a aussi ceux qui font ici avec l'eau du Baronne, ça s'appelle par chez nous, c'est de l'eau qui vient justement du Rhône, ce sont des canaux d'irrigation, mais moi ici je n'y ai pas accès, mais cette eau du Baronne, je sais aussi qu'elle est douce, qu'elle est à température ambiante, qu'elle est chouette, mais pour vous dire à quel point l'eau peut avoir une incidence sur les résultats au potager. Donc du coup, dans quelle situation je me retrouve? J'ai un forage, mais que je vais garder pour la partie jardin, pour arroser des fleurs, pour arroser des rosiers, pour arroser un petit espace de prairie, quand bien sûr les autorisations d'arrosage sont en place, mais après, pour le potager, je vais devoir revoir complètement ma copie, et la décision que j'aurais dû prendre à l'époque de me diriger vers la récupération d'eau de pluie, eh bien je vais la prendre aujourd'hui. Je ne l'avais pas pris à l'époque parce que je trouvais cette solution plus contraignante dans le sens
d'espace, où j'ai moins d'abondance par rapport à l'eau, j'ai de la toiture, je vais peut-être espérer pouvoir récupérer 20-30 mètres cubes maximum, ce sera déjà fabuleux. J'ai la place, j'ai la chance d'avoir la place d'installer une citerne sur l'arrière de ma maison, et c'est ce que je vous montrerai dans les semaines, dans les mois à venir. Je vais essayer de récupérer un maximum d'eau de pluie pour ensuite irriguer en saison estivale avec cette eau de pluie. Je vais aussi revoir mes solutions d'ombrage, recréer des solutions plus pérennes. Je regardais encore il y a peu de temps Rémi sur sa chaîne Le Jardin des Merveilles qui montait des énormes pergolas avec des filets d'ombrage. Mes parcelles qui sont le plus ensoleillées, je vais aussi passer donc sur des solutions d'ombrage conséquentes avec des filets d'ombrage couplés avec des solutions d'irrigation de goutte à goutte. Je vais arrêter l'aspersion, je vais recibler mes besoins en eau sur les zones vitales autour des racines, et tant pis si les paillages ne sont pas humides, ils joueront un rôle de protection. Et puis à l'automne, à l'hiver, avec l'humidité ambiante, les pluies qui arrivent enfin, les paillages seront valorisés, digérés, assimilés par l'activité biologique. Donc voilà ce que j'avais vraiment à vous partager dans cette vidéo, vous montrer que vous voyez, même après 10, 15 et plus encore d'années d'expérience, de connaissances, de passion, et bien quand on expérimente, quand on essaie de bien faire, quand on veut essayer de faire avec la biologie, quand on est soumis à des contraintes environnementales, et bien parfois on peut se retrouver à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, parce que un potager biologique demande malgré tout beaucoup de connaissances, vous le voyez. Il faut être précis à la fois sur les apports de richesse organique, mais aussi sur l'eau. Quand elle vient du ciel, c'est assez facile, mais quand elle ne vient pas du ciel, eh bien on est tous soumis à des eaux différentes d'arrosage, plus ou moins chaudes, plus ou moins minérales, plus ou moins calcaires, plus ou moins douces. On est tous très inégaux en fait avec cette eau d'arrosage selon notre situation géographique, et ça peut jouer dans le fait qu'on va avoir une assimilation des minéraux essentiels dans le sol qui va être plus ou moins bonne. Et quand la pluviométrie ne vient jamais, quand les besoins en eau s'accumulent, eh bien on va constater parfois un manque de vigueur de notre potager avec une eau qui ne permet pas donc une nutrition optimale de nos cultures potagères. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, à partager avec vous. Ce sera un grand plaisir de vous lire dans les commentaires. Racontez-moi comment ça se passe cette saison chez vous. Je vois à la fois des potagers qui s'en sortent très bien, notamment les potagers littoraux, mais je vois aussi beaucoup de potagers où c'est vraiment la catastrophe cette saison. Alors dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous, selon votre région, selon les solutions que vous mettez en place, selon votre solution d'arrosage, est-ce que vous vous en sortez bien? Ce sera un plaisir de vous lire. Merci pour votre attention, d'être passé par ici, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!